Salut Lucas. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Lucas, tu es prof d'économie à Sciences Po et co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Si je t'ai invité, c'est parce que tu viens de sortir un bouquin, c'était il y a quelques semaines. Ça s'appelle Énergie et inégalité, une histoire politique. C'est sorti au Seuil. Je dis que je t'ai invité pour ça, mais c'est aussi parce qu'en ce moment, on est en pleine COP au Brésil, que tout le monde a l'air de s'en foutre passablement, en tout cas depuis la France. Il n'y a même pas énormément de chefs d'État qui se sont rendus à cette COP 30. Donc je me suis dit, bon, on va aller interviewer Lucas, vu qu'il vient de sortir ce bouquin. En plus, et c'est ça l'originalité de ton livre, c'est que tu fais en fait une espèce d'histoire sociale de l'énergie, où tu approches, enfin plutôt la problématique centrale de ton bouquin, c'est la question sociale que tu lis à la question de l'énergie. Tu n'abordes pas l'énergie uniquement comme un fait technologique, comme une suite d'avancées scientifiques. Tu le lis en fait à cette question sociale et tu te poses des questions qui sont fort intéressantes. Alors, une de tes thèses principales, c'est que, en gros, la maîtrise de l'énergie, c'est la maîtrise du pouvoir. Et tu dis qu'il y a un enjeu très très important donc à cette maîtrise Aujourd'hui, cette question de la propriété d'énergie, on n'a pas l'impression qu'elle est centrale, en fait, dans les débats publics qu'on peut avoir sur la question de l'énergie, qui, elle, très souvent, revient sur le devant de la scène. Pourquoi est-ce que tu penses que cette question de la propriété, elle est tout le temps évacuée des débats? En gros, qui a intérêt à ce que cette question ne soit pas véritablement débattue? Alors, c'est vrai que là, la thèse de l'ouvrage, c'est qui contrôle l'énergie, contrôle le monde. Et cette question du contrôle, en fait, a agité les débats politiques depuis 2 siècles. Et il y a plein de modes de contrôle différents, il y a plein d'acteurs différents qui ont exercé ce contrôle. Ça a pu être des multinationales, comme ça peut être des États, comme ça peut être des communes, comme ça peut être des coopératives. Donc on voit en fait sur le terrain de l'énergie se déployer des questions fondamentales en économie politique qui sont qui possède quoi, au service de qui, pourquoi faire, au service de quel projet de société. Et c'est vraiment ça qu'on voit dans le domaine de l'énergie. En mon sens, c'est fascinant. C'est une question qui est à la fois toujours là et en même temps très peu visible, comme tu dis, dans le débat politique aujourd'hui, alors qu'elle a été assez visible dans notre histoire politique française, notamment à la Libération en 1946, quand on nationalise EDF-GDF, quand on nationalise aussi les mines. La question s'est reposée il y a une trentaine d'années avec la libéralisation du marché européen de l'électricité, avec une dose de privatisation de ce secteur-là. Et aujourd'hui, encore une fois, qui contrôle l'énergie contrôle le monde. Donc quand l'énergie c'est les calories produites par l'agriculture, ceux qui contrôlent le monde, ce sont les propriétaires terriens. Quand l'énergie c'est du charbon, du pétrole, ceux qui contrôlent le monde, c'est ceux qui contrôlent le sous-sol. Et quand l'énergie, ça va être autre chose. Ça va être un mélange de solaire, ça va être des batteries, ça va être de l'éolien, ça va être aussi de la sobriété énergétique, mais qui nécessite des solutions techniques aussi pour nous aider, nous accompagner à la sobriété. L'énergie, le contrôle de tout ça, il est en train de se faire. Il est en train de se discuter, il est en train de se déployer et c'est aussi des sources de conflits. Et pour être assez concret, en fait, on discute très peu aujourd'hui du fait que qui contrôle les brevets des voitures électriques, qui contrôle les brevets des batteries qui permettent à ces voitures de fonctionner, qui contrôle les champs d'éoliennes ou de panneaux solaires qui sont en train de se déployer sur notre territoire ou chez nos voisins. On discute assez peu de ça. En fait, ce dont on discute, c'est diesel versus batterie électrique, c'est panneaux solaires contre nucléaire. On discute de technologie et on ne discute pas assez de quels sont les acteurs derrière. Et moi, ce livre, c'est vraiment pour montrer qu'il y a une urgence à discuter de tout ça. Si on veut penser les questions de justice sociale, d'émancipation, de souveraineté, de rapport aux politiques, on a besoin de se poser ces questions-là. Alors, tu fais un focus en gros sur les 150 dernières années, même si parfois tu reviens un peu avant, tu nous parles du feu, donc là on revient très auparavant. Mais si on se concentre sur ces 150 dernières années, depuis
en gros l'essor de la révolution industrielle. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ces acteurs de l'énergie? Est-ce qu'on va, comme c'est le cas dans d'autres secteurs, vers une concentration, notamment autour des États et des acteurs privés les plus forts, en matière de production, de transport et de, on va dire, je sais pas, gestion, consommation, entre guillemets, de l'énergie, même si je parle pas des gens individuellement, mais genre des grosses industries, enfin tous ces acteurs-là, est-ce qu'ils se concentrent? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des latitudes, enfin c'est un mot que tu utilises, des latitudes politiques pour essayer de le déconcentrer, pour essayer de poser des questions? Alors tu as parlé de 1946, enfin du sortir de la Deuxième Guerre mondiale en France, dans ces questions, la question de la souveraineté, de l'échelle à laquelle on réfléchit. Toi, tu réfléchis à une échelle mondiale, hein, genre qu'il n'y ait pas de focus particulier sur la France. Mais c'est vrai que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore réfléchir à l'échelle nationale lorsqu'on traite ces questions, ou est-ce que c'est totalement impossible? Alors, la deuxième thèse du livre, après avoir montré que énergie, c'est le pouvoir, il y a une diversité des possibles. Donc comment est-ce qu'on organise l'énergie? Et vraiment, depuis un siècle et demi, c'est ce qu'on voit. Il y a une diversité des chemins possibles, des propositions politiques, de différents courants politiques. Les municipalistes, les socialistes, les communistes, les libéraux, tout le monde va avoir sa vision de comment organiser l'énergie. Certaines vont être réalisées, d'autres ne vont pas être réalisées, mais il y a vraiment cette diversité des possibles qui nous montre que, en fait, on est à la croisée des chemins aujourd'hui. On peut organiser de manière différente, pour plus ou moins de justice, pour plus ou moins d'émancipation, pour plus ou moins de souveraineté, plus ou moins de contrôle, plus ou moins de concentration des richesses. Certains portent ces visions-là. Je pense à Elon Musk, je pense concentration du pouvoir politique, ça c'est ce que fait la Chine depuis 40 ans. Bref, en fait, on a cette diversité des possibles. Et pour donner un exemple, à la fin du 19e siècle, Jean Jaurès et des collègues parlementaires à l'époque ont une proposition de nationalisation des mines. Donc fin du 19e siècle. Ça va mettre 50 ans à aboutir. Il y a des débats, les gens disent non mais en fait c'est du communisme, ensuite ils vont se faire traiter de bolcheviques, etc., etc. Finalement, cette nationalisation des mines va arriver et va s'imposer de manière majoritaire dans le débat. Il y a des propositions qui peuvent être minoritaires, vues comme extrêmement radicales, qui vont devenir ensuite relativement consensuelles à un autre moment de l'histoire. Et c'est pareil sur la socialisation de l'électricité et du gaz. Donc, moi j'utilise le terme de socialisation, qui est un terme qui est englobant, qui va englober les nationalisations, mais aussi les municipalisations, voire les coopératives. Donc en fait, tous ces acteurs-là vont à un moment ou à l'autre, à un moment ou à un autre, posséder, contrôler l'énergie. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que n'y a pas de mouvement, comment dire, déterministe vers plus de contrôle ou vers moins de contrôle. En fait, on a des choix politiques tout le temps. On a des luttes politiques constantes pour ça. Et c'est pour ça que, en mon sens, c'est important de faire état de tout ça pour se ressaisir, se réemparer de ces sujets aujourd'hui, puisque si on s'en empare pas, eh bien d'autres acteurs vont s'en emparer. Et ont très bien compris que c'est absolument important pour eux de soit garder le contrôle, soit le prendre. Par exemple Elon Musk, par exemple les Chinois, par exemple des capitaux privés qui investissent massivement dans la transition énergétique pour l'orienter vers une dynamique qui va être essayer de capter des rentes. Parce que c'est ça tout l'enjeu de l'énergie, c'est qui capte la rente. L'énergie c'est essentiel, et donc à partir du moment où c'est essentiel, eh ben en fait ça va créer une rente de situation. Et cette rente de situation, elle peut être captée et redistribuée par la puissance publique, ou par une commune, ou par une coopérative, comme elle peut être captée et absolument pas redistribuée, mais vraiment utilisée pour concentrer les richesses par le secteur privé. Tu le dis dans ton livre, les changements de braquet, enfin l'histoire en fait sociale de l'énergie, elle a généré des conflits. Et notamment, tu dis parfois quand il s'agit de changer d'acteur, c'est là que ça peut générer les conflits les plus forts. De quels conflits on parle? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit l'importance qu'a la question énergétique dans nos vies, dans nos sociétés, est-ce qu'on est en train de vivre des conflits en fait très importants autour de cette question? Conflits. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu rattaches certains conflits que l'on est en train de vivre à cette question énergétique? Alors, je vais prendre un exemple sur les États-Unis après.
je reviendrai vers la France. Tu disais que mon livre, c'est une perspective mondiale, mais je regarde en fait différentes échelles. Le monde, mais aussi ensuite les pays. Et je reviendrai aussi peut-être sur la question, est-ce qu'on peut gérer tout ça à l'échelle nationale ou uniquement mondiale. Mais sur les États-Unis, typiquement, une partie des Américains ont observé l'année dernière des prix de l'électricité de 20% plus élevés que ce qu'il y avait l'année précédente, les années passées. Pourquoi ? Parce que certains acteurs sont mis à consommer l'électricité comme des malades. Et il se trouve que ces acteurs, ce sont qui ? C'est les GAFAM, entreprises de la tech, qui consomment, absorbent une quantité faramineuse d'électricité pour nourrir les centres de données absolument voraces en énergie. Ces mêmes acteurs-là, Amazon, Google, Facebook, sont en train de privatiser, de préempter une partie de l'électricité américaine future en investissant dans des réacteurs nucléaires pour les relancer ou pour en construire de nouveaux, en se disant, voilà, nous en fait, on a une vision de à quoi peut ressembler un système électrique, un système énergétique, data center d'un côté, et électricité nucléaire de l'autre. Donc en fait, là, on a une sorte de privatisation, de choix technologiques qui sont aussi faits par des acteurs qui ne sont pas particulièrement démocratiques, donc avec des conséquences très concrètes sur les citoyens. Si on traverse l'Atlantique et on regarde ce qui se passe en France, il y a un sujet qui aurait dû normalement être débattu cet automne à l'Assemblée nationale, qui ne l'a pas été encore, en tout cas, du fait de plein de raisons qu'on peut imaginer, crise politique, etc. Mais en mon sens, c'est un sujet absolument fondamental. C'est la question de qui doit posséder, qui doit contrôler des barrages français. Et c'est pas rien, un barrage, c'est un patrimoine public qui a été construit parfois avec des conséquences environnementales négatives, donc critiqué par les mouvements écologistes à raison, mais ces barrages aujourd'hui, ils sont là et c'est un patrimoine de la nation, c'est un patrimoine qui est commun. Or, depuis une dizaine d'années, il y a un conflit entre la France et la Commission européenne sur il faudrait mettre en concurrence ces barrages. Et qui dit mise en concurrence peut vouloir dire privatisation d'une partie de ces barrages. C'est des sujets fondamentaux de qui possède ces infrastructures. Juste au passage, on avait discuté il y a quelques années de la privatisation potentielle d'aéroports de Paris ou des autoroutes du pays. Donc ça, c'est des sujets qui mobilisent en fait assez largement la population, qui voit bien que là on est sur des questions de hardware, d'infrastructures très fortes, et que si on laisse ça au secteur privé, il y a des risques, encore une fois, de captation de la rente. Donc ça, c'est assez concret en réalité, les barrages. Qui est-ce qui les possède? Qui est-ce qui les contrôle? Et on devrait être en train d'en discuter aujourd'hui, puisque un deal est en train d'être fait entre la France, le gouvernement français et la Commission européenne. Il faut qu'on puisse en débattre. Il y a un rapport parlementaire qui a été publié cet été et on devrait pouvoir chacun se faire un avis sur est-ce qu'on veut les mettre en concurrence ou pas, est-ce qu'on veut en privatiser une partie ou pas. Pour ma part, je pense que là, on est vraiment sur ce qui devrait être un service public. L'énergie, c'est un bien essentiel et la meilleure manière de gérer l'énergie en tant que bien essentiel, c'est d'en faire un véritable service public et de préserver ce modèle de service public de l'énergie. Autre question qui est liée d'ailleurs à ce dont tu viens de parler, la question des inégalités. Alors, je vois derrière, il y a plein de Thomas Piketty partout, tu vois, mais en gros, tu le dis dans un chapitre, tu dis en gros, là par exemple, la transition écologique vers notamment des énergies à bas carbone, il n'est pas dit en fait qu'elle ne participe pas de l'augmentation des inégalités. Tu dis que c'est ouvert en fait, ça peut être bien un frein ou bien un accélérateur. Comment est-ce que tu arrives à cette conclusion-là? Quel lien en fait il y a entre cette transition et les inégalités? En fait, là, effectivement, le changement, le chamboulement de notre système énergétique peut aller vers moins d'inégalités, moins de concentration des rentes, une plus juste répartition de la consommation d'énergie et de la richesse qui est produite quand on va utiliser l'énergie, comme elle peut aller vers plus de concentration des richesses. Et typiquement, Elon Musk qui a un plan en fait pour électrifier le monde et pour le faire de manière décarbonée, dans une logique de surconcentration du capital, de surconcentration de la valeur de Tesla, avec une rémunération potentiellement de 1000 milliards de dollars. Enfin, c'est des sommes pharaoniques. Et on voit que cette idée que transition ne peut aller qu'avec plus d'égalité, en fait, il faut la questionner. Parce qu'encore une fois, il y a différents chemins possibles.
Et il y a une autre vision de la transition, qui n'est pas celle de Musk, qui n'est pas nécessairement celle que moi je vais avoir en tête, mais qui est celle du pouvoir chinois, et là qui est une transition qui potentiellement peut être extrêmement efficace, mais qui est énormément d'inégalité d'accès à la prise de décision politique, donc de concentration des pouvoirs politiques extrêmement forte. Donc encore une fois, les chemins sont ouverts, mais en mon sens, si on veut à la fois la décarbonation et la transition et la démocratie, alors là, on a besoin de moins d'inégalités. Et là, on a besoin de plus de redistribution. Donc la condition nécessaire pour avoir et la démocratie et la décarbonation profonde du monde, c'est la redistribution. C'est-à-dire la socialisation. Parce que historiquement, quand il y a eu des épisodes de socialisation, est-ce que ça s'est accompagné d'épisodes aussi de réduction relative des inégalités? Alors, et c'est ça aussi qui est très intéressant dans cette riche histoire de l'énergie, c'est que les grands projets de redistribution des richesses, de redistribution des pouvoirs, je pense au New Deal de Roosevelt, je pense au programme du Conseil national de la résistance, je pense aux travaillistes britanniques, je pense aux sociodémocrates suédois, mais quand on pense aujourd'hui les sociodémocrates suédois, il faut voir la radicalité de leur programme, qui est beaucoup plus radical que ce qu'on observe chez les sociodémocrates européens dans les années 2020. Mais donc tous ces grands moments de redistribution des richesses ont inclus une composante au cœur de leur programme qui est socialisation de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que c'est essentiel et que quand on va laisser ce secteur essentiel de l'énergie au secteur privé, il y a ces risques de concentration des richesses aux mains d'acteurs qui ne sont pas des acteurs pour la redistribution. Et donc c'est pour ça que le New Deal, ça va être une nationalisation, mais ça va aussi être de l'énergie, ça va aussi être une municipalisation de l'énergie, ça va être un mouvement qui va pousser les coopératives énergétiques, donc qui va vouloir essayer de déconcentrer les pouvoirs dans la sphère économique autour de l'énergie. En France, on a la nationalisation. Les Suédois, ils ont poussé assez loin la municipalisation. Donc oui, pour réduire les inégalités, et pour redistribuer les richesses, la socialisation de l'énergie, c'est un outil extrêmement important dans l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans toutes ces grandes expériences. Et je regarde aussi d'autres pays, je regarde d'autres régions du monde, l'Inde notamment, à l'indépendance, qui va faire aussi ce chemin-là, se dire, mais en fait, on ne peut pas laisser l'énergie au secteur privé. Au début, les Indiens, quand ils deviennent indépendants en 1947, disent, en fait, nous, notre projet, c'est de virer les Anglais. Mais ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce sont des grands propriétaires indiens qui vont posséder l'énergie. Et là, ils vont se dire, mais en fait, on n'arrive pas à se développer, on n'arrive pas à réduire les inégalités si on ne reprend pas, nous, le contrôle politique de ce secteur. Et c'est ce qui va se passer un peu après l'indépendance. Donc, pour réduire les inégalités et piloter la transition, cette histoire de socialisation, elle peut nous aider. Je pense qu'elle peut nous aider à penser différentes formes de pilotage, de contrôle de la transition énergétique qui souvent nous échappent aujourd'hui. Là, enfin, t'en as un peu parlé, mais t'en parles pas mal dans le bouquin. Enfin, en gros, on est en train de sortir du fossile à échéance, je ne sais pas combien de temps, mais enfin à un moment tout va s'assécher, donc il ne va plus y en avoir du fossile, et on est en train d'aller vers d'autres types de production d'énergie qui commencent à être captés effectivement par des acteurs. Tu as beaucoup parlé d'Elon Musk, mais ce n'est pas le seul acteur qui est positionné sur le sujet. Quand on regarde en fait ce qui se passe en matière de nouvelles énergies, on a l'impression, vu de France, et un type comme moi qui lit les médias, qui n'est pas un spécialiste de politique énergétique, on a l'impression que les acteurs, c'est que des startups, c'est-à-dire des entrepreneurs privés qui doivent avoir plus ou moins maille à partir avec l'État, c'est-à-dire que l'État peut investir ou pas. Mais on ne pense plus à la nationalisation de ces acteurs de production d'énergie, de ces startups qui naissent un peu partout en Europe. Est-ce que la puissance publique, je pense notamment à la puissance publique française, est vraiment aujourd'hui totalement, complètement à côté de la plaque en fait sur ces questions-là? En gros, pourquoi est-ce que EDF, un acteur comme EDF, n'est pas capable en fait de produire, de déposer des brevets, puisque on a commencé en parlant des brevets, et pas capable de déposer des brevets à hauteur en fait de ces petites startups qui naissent un peu partout? Alors déjà, EDF, c'est important de le dire, c'est quand même le fruit de cette histoire de socialisation de l'énergie qui était vue comme
très conflictuel à un moment de notre histoire et qui est devenu très consensuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un attachement assez fort pour une propriété publique de l'électricien, de l'énergéticien national. Et je pense que c'est important et c'est un atout dans la transition plutôt que quelque chose qui peut nous freiner. Je pense que c'est plus facile pour les Français notamment de piloter leur transition que pour des Anglais qui ont totalement privatisé leur secteur électrique et qui vont du coup devoir essayer de mettre des réglementations, des contraintes à une myriade d'acteurs privés que nous, on a un acteur public de l'énergie, on pourrait s'en saisir bien davantage. C'est-à-dire qu'on pourrait lui demander beaucoup plus de comptes sur comment EDF nous accompagne ou pas dans la sobriété. En théorie, EDF est censé nous accompagner dans la sobriété énergétique. On pourrait leur demander encore davantage d'efforts. Mais ensuite, c'est sûr qu'il y a toute cette tension entre monopole public et capacité d'innovation. Et dans ce que tu dis, il y a cette idée qu'en fait, sorte de gros mastodonte, en fait, il a un peu du mal à innover comme peuvent le faire des startups. Alors la première chose déjà, c'est que je veux dire qu'on a eu des gros monopoles publics, de grosses entreprises publiques qui ont été tout à fait innovantes, qui ont fait des innovations radicales dans le secteur industriel. Je pense notamment à Airbus, ou gros investissements de l'État, nationalisation partielle à plusieurs États, et on a un avionneur qui devient l'un des meilleurs au monde. Au début, c'est compliqué pour Airbus, il y a vraiment une volonté politique forte, c'est ça qui est vraiment important ici, et ensuite ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi penser un système où on a en fait plein de startups, mais qui sont potentiellement, certaines majoritairement, détenues par un fonds souverain. Ça, c'est tout à fait possible. Et en fait, c'est-à-dire que ces startups, elles appartiennent à la collectivité et elles ne vont pas... Et le jour où, en fait, ça va devenir des startups qui pèsent 50 milliards ou 100 milliards, donc c'est plus des startups, c'est des grosses entreprises, mais en fait, tout ça, ça bénéficie à un actif public, c'est-à-dire à la richesse publique. Et ce modèle-là, moi je pense qu'il devrait se développer davantage. Enfin attends, excuse-moi, mais là pour l'instant on n'en voit pas le début des prémices. Non, pourquoi ? Parce qu'on a complètement laissé tomber l'idée que l'État pouvait être un stratège en économie, et notamment sur les questions de production. Et on s'est dit, le seul truc, en tout cas une partie de la classe politique européenne s'est dit, le seul truc qui compte, c'est d'avoir les prix les plus bas pour les consommateurs. Et on s'en fiche où c'est produit, on s'en fiche comment c'est produit, les prix les plus bas, pas de tarifs aux frontières, mouvement des capitaux, et c'est ça qui crée le maximum d'efficacité dans le monde. En fait, cette vision-là, c'est une vision qui est très désincarnée, qui n'est pas du tout matérielle et ancrée. Parce qu'en réalité, en fait, les questions de production, ça compte. Où est-ce que c'est produit, ça compte. Il y a des questions de souveraineté très importantes, il y a des questions écologiques très importantes, il y a des questions de désindustrialisation très importantes, et on en paye les frais aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un mouvement de bascule, quand même idéologique, qui est en train de, en tout cas doctrinal, qui est en train d'être opéré. C'est-à-dire la réalisation que ça n'a pas franchement bien marché, cette manière de penser l'économie, de se dire uniquement nous on veut les prix les plus bas pour les consommateurs. En réalité, les gens ne sont pas que des consommateurs, c'est des citoyens, c'est aussi des travailleurs. Et donc si on n'a plus de boulot, on ne peut pas consommer. Donc il y a une potentielle incohérence dans les termes. Et du coup sur l'énergie, c'est un moment où en fait on peut repenser ces questions-là. Il faut le faire vite. Je suis d'accord avec toi qu'on n'en prend pas la direction et qu'on devrait le faire. Mais un exemple très concret, c'est qu'on avait en Europe un secteur de production de l'énergie solaire photovoltaïque. On s'est fait ratiboiser par les Chinois. Parce que si on ne soutient pas nos producteurs, mais qu'on laisse entrer les produits qui viennent de Chine, qui sont eux soutenus très massivement par la puissance publique, certains acteurs privés, certains acteurs possédés par la puissance publique chinoise, on se fait ratiboiser. La même chose peut se passer sur l'éolien. On a encore aujourd'hui un secteur de l'éolien en Europe qui est assez fort, mais il peut se faire ratiboiser dans les mois ou dans les années qui viennent. Le secteur des batteries électriques, il est en train de se faire complètement mettre à terre par la concurrence, notamment chinoise. On avait la plus grosse usine de batteries en Europe, en Suède, qui a d'ailleurs bénéficié de beaucoup de soutien public, et qui s'est cassé la figure cette année. Aucun acteur est venu à la rescousse, donc c'est Northvolt. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'usine a été rachetée par une start-up américaine.
Alors qu'on aurait tout à fait pu se dire, mais là il y a quelque chose de stratégique et on a besoin d'un investissement de la puissance publique parce que en fait, les dynamiques de court terme de marché, il n'y a pas que ça qui compte. Et si l'usine se casse la figure, peut-être qu'on peut viser à 5 ans ou à 10 ans en se disant, en fait la puissance publique a besoin d'avoir 7 acteurs sur le sol national, sur le sol européen, pour penser les questions de souveraineté, mais aussi pour penser les questions de justice sociale. Là, tu es en train de dire que les seuls qui pensent à moyen terme ou éventuellement à long terme, c'est les Chinois et les Américains. Oui, je pense que les Chinois et les Américains, avec des visions très très différentes, imaginent le monde dans 50 ans et dans 100 ans. Et nous, on n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. Je pense encore une fois pour des questions de cadre un peu de conception générale de l'économie où on s'est arrêté à cette dimension néolibérale de la pensée économique. Et l'Europe est un peu en train de devenir le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'on est les derniers à croire encore que la concurrence peut vraiment être libre et non faussée dans un monde où en fait les autres acteurs ne pensent plus comme ça. Les Chinois ne pensent pas comme ça. Peter Thiel aux États-Unis nous dit en fait, faut arrêter avec cette fable du capitalisme qui serait que le capitalisme c'est la concurrence. Dans lui, ce qu'il dit, donc Peter Thiel, celui qui influence l'extrême droite américaine aujourd'hui, et notamment J.D. Vance, il dit, mais en fait, le capitalisme, c'est le monopole. C'est essayer de capter le maximum de rente possible. Donc voilà, en fait, on a des acteurs qui pensent comme ça, en fait, on peut être en désaccord avec eux. Moi, je suis en désaccord avec eux sur énormément de sujets, mais je pense qu'ils ont une vision parfois un petit peu plus réaliste de ce qui se passe dans le monde que ceux qu'ont eu beaucoup d'élites européennes qui ont plaqué un cadre très théorique sur un monde en fait qui résiste totalement à ce cadre. C'est ce qu'on a vu dans le marché de l'énergie, c'est ce qu'on a vu sur les secteurs industriels, et ça peut encore nous jouer des tours dans les mois et dans les années qui viennent si on ne fait pas attention et si on ne réagit pas. J'ai une dernière question, Lucas. En gros, on l'a compris à la fois à ton livre et là, ce que tu dis, c'est que tu veux qu'on ait un débat sur ces questions énergétiques. Tu veux que le politique au sens large ou la politique s'en empare et que véritablement, tu vois, on dise bon voilà, il y a ces options-là, cette option-là, cette option-là, et puis qu'on décide souverainement de là où on a envie d'aller. Le seul problème, c'est que ça n'a pas l'air tellement à l'agenda aujourd'hui à l'agenda médiatique ou politique, tout ce que tu racontes, et le fait que le débat parlementaire sur la question de qui possède les barrages ait été repoussé sine die est assez symptomatique. Ma question c'est comment, classiquement en fait à gauche, dans la gauche marxiste, l'idée en fait des mouvements sociaux, elle part dans la connexion en fait. C'est les travailleurs et les travailleuses qui, parce qu'ils sont liés dans un rapport de classe à l'outil de travail, c'est eux qui font naître en fait les mouvements. Là, le problème, c'est que toi, on a l'impression que toi, l'acteur que tu convoques le plus dans ton discours et dans ton livre, c'est l'État. Je sais que dans Socialisation, tu mets d'autres choses. Tu mets aussi, par exemple, les municipalités, mais globalement, ça reste pour moi un gros truc qu'on peut appeler État. Est-ce que les travailleurs et les travailleuses de l'énergie, tu vois, peuvent être des acteurs pour mettre sur le devant de la scène les débats dont tu parles? Deuxièmement, est-ce que les consommateurs, tu vois, peuvent aussi se constituer en... quand je dis consommateurs, c'est du coup, les Français et les Françaises, oui. Les habitants du monde, quoi. Oui. Est-ce que eux aussi, ils peuvent se constituer en groupe pour établir des rapports de force aussi avec les Musk et compagnie? Où est-ce que se situe, en fait, le rapport de force exactement? Alors, juste déjà, peut-être, petite correction, le livre ne s'intéresse pas que à l'État, il ne s'intéresse pas qu'aux communes, ne s'intéresse pas qu'aux régions. Je parle aussi des coopératives. Donc là, c'est des consommateurs, des usagers qui vont dire, en fait, nous, on a envie de faire ces décisions énergétiques sur le principe une personne, une voix, et pas $1, une voix, ou €1, une voix. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la question des travailleurs, notamment des mineurs, qui vont avoir toute une histoire de volonté de prise en main de leur outil de travail, de la mine. Et donc, il y a des mouvements sociaux parfois sanglants aux États-Unis, notamment au XIXe siècle, de mineurs qui se révoltent
contre les propriétaires des mines. Et ensuite, il y a des alliances aussi entre les mineurs et les partis politiques, notamment au début du XXe siècle, en France, en Angleterre, les mineurs qui disent mais en fait, nous on travaille, on produit l'énergie pour la nation, mais c'est injuste que les rentes soient captées par la personne qui est née et qui a hérité de cette mine. Et pour revenir sur un terrain beaucoup plus contemporain, aujourd'hui, ce qui pousse très fortement la tenue d'un débat sur les barrages, c'est les syndicalistes du secteur énergétique français. C'est notamment Sud Énergie et d'autres, notamment chez EDF, qui disent mais en fait nous on a cette connaissance de l'outil de travail, on a cette connaissance du secteur et effectivement c'est ceux qui connaissent le mieux ce secteur et comment est-ce qu'il peut marcher ou pas selon différentes configurations de propriété, de contrôle, etc. Donc évidemment les travailleurs sont au premier plan pour penser ces luttes, pour penser ces conflits, pour apporter des solutions. Et j'ai notamment beaucoup échangé avec ces syndicalistes dans le secteur de l'électricité pour bien comprendre ce qui se passe, qui est en train de se jouer sur la question des barrages. Donc ça, c'est pour les travailleurs. Et par contre, je pense qu'il faut absolument faire des alliances. C'est-à-dire que les travailleurs doivent faire des alliances avec certains niveaux de politique. Et ça peut être des travailleurs avec des régions, ça peut être des travailleurs avec des communes, ça peut être des travailleurs avec des États. Je pense que contre les multinationales, on est obligé de faire des alliances travailleurs avec l'État. Puisque les acteurs multinationaux sont de la taille et du pouvoir, de la puissance réglementaire et politique des États. Yanis Varoufakis, ce sera ma dernière question, Yanis Varoufakis, dans son dernier bouquin sur le techno-féodalisme, lui, il fait une proposition, il dit qu'il faut faire des alliances, comme il parle des GAFAM, il dit les GAFAM, le problème c'est qu'il n'y a pas de travailleurs. Ou presque, enfin, je veux dire, on a une concentration en fait de pouvoir et de richesse dans les mains de quelques personnes et parce que le travailleur, en fait, c'est celui qui clique, c'est celui qui est sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter. Et donc, il dit, on va faire une alliance, en fait, de tous ces gens-là, on va faire des grèves, de Meta, de Twitter et compagnie. Donc, lui, il dit, il faut aller chercher de ce côté-là. Est-ce que ça, par exemple, c'est pour ça que je parlais de consommateurs, entre guillemets, qui sont en fait des citoyens et des citoyennes. Hein, enfin. Bah, moi, je fais partie de ceux qui ont arrêté d'utiliser Twitter, par exemple, ou X. Mais je vois bien, le mouvement n'a pas marché. Il y a encore toute la presse française qui continue d'utiliser Twitter comme la salle de rédaction, en réalité. Ou une grande partie, en tout cas. Et donc, je pense, en fait, je crois assez peu à la vision du consommateur qui va changer le monde. Je pense que c'est plus le citoyen, les lecteurs, et effectivement, peut-être en lien avec des mouvements sociaux, mais qui vont imposer une réglementation comme le Brésil l'a fait, qui dit, en fait, je vais vous bloquer. Vous ne voulez pas respecter telle ou telle règle, Lula dit, je vous bloque pendant X jours, voire X semaines, voire X mois. Et ça, en fait, on peut le faire. Je pense que ça, encore une fois, ça demande d'enclencher des réflexes un peu différents parmi les décideurs. Et je pense qu'il n'y a pas assez, pour le coup, de mouvements sociaux qui demandent ça, qui imposent ça, qui rend ce type de proposition nécessaire. Et bien sûr, ça sera facilité par un grand nombre d'usagers de ces plateformes qui disent on est OK avec le fait de ne plus pouvoir utiliser Twitter ou X ou Instagram ou je ne sais quoi pendant plusieurs mois si on a besoin de le faire. Ça demande des mouvements sociaux, ça demande de créer un rapport de force. Le seul problème, c'est que pour l'instant, Emmanuel Macron, notre président de la République, continue de mettre le tapis rouge à tous ces acteurs qui sont des acteurs ultra-capitalistes qui veulent une transition énergétique de concentration pour concentrer encore plus leur rente. Ils continuent à leur vers le tapis rouge à chaque fois qu'ils viennent en France ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il y a un petit problème. Là où l'histoire de l'énergie, elle est fascinante et elle nous enseigne des choses, c'est que en fait, on a pu réguler très fortement. On a pu socialiser, reprendre le contrôle sur des acteurs qui étaient énormes, qui avaient un pouvoir politique au début du XXe siècle. Ceux qui produisent l'énergie aux États-Unis, en France, c'est des conglomérats industriels qui sont alliés avec les banques, etc. C'est les multinationales de l'époque, qui sont quasiment aussi puissants que les GAFAM aujourd'hui. Et on a réussi, en fait, à les réguler. Donc, en fait, cette histoire, elle n'est pas si lointaine que ça. Nos systèmes démocratiques ne sont pas si différents que ça. La période, c'est quelques décennies auparavant, mais elle n'est pas si différente que ça. Et donc, en fait, en se réappropriant cette histoire, on voit encore une fois la richesse
et la diversité des chemins possibles. Et je pense qu'il y a une forme de défaitisme qui s'est emparée des mouvements sociaux d'une partie de la gauche, en se disant mais en fait on ne peut pas, c'est impossible parce que le capital est trop mobile, etc. Mais en fait il était aussi mobile à l'époque, il était mobile différemment, mais il était aussi mobile au début du XXe siècle. Et bref, en fait on a énormément de leviers, et l'histoire de l'énergie est là pour nous le dire et nous le raconter. Et c'est ça que j'ai voulu faire dans un livre que j'essaye en tout cas que je vois comme vraiment accessible à toutes et tous. C'est un livre de sciences sociales, mais c'est aussi un livre que chacun, en mon sens, peut lire pour s'en emparer, pour essayer de mieux comprendre et pour avoir son avis sur ces choses-là. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup.